Bonjour à tous. Voilà, je suis désolée, j'ai pas une voix qui porte beaucoup, donc je vais devoir crier aujourd'hui. J'ai un peu une petite voix. Tout d'abord, je tiens à remercier au nom du Front antiraciste alsacien toutes les personnes ici présentes. Le NPA 67 qui nous a permis de louer cette salle à la Maison des associations de Strasbourg et nos deux intervenants, Julia Boutelja et Franco Lolia, qui sont déplacés jusqu'ici pour cette conférence. Nesrine va nous présenter succinctement ce qu'est le Front antiraciste alsacien, pourquoi sa création. Ensuite, je présenterai nos deux invités, Julia et Franco. Je vous laisserai la parole afin que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse y répondre. Voilà, je laisse la parole à Nesrine pour qu'elle présente le Front. Bonjour. Donc en fait, le Front antiraciste, c'est une organisation politique toute fraîchement constituée. Elle a été fondée en avril dernier afin de faire de la lutte antiraciste une lutte politique dans notre territoire politique et l'Alsace. Pour ce faire, on s'est constitué en un front composé d'organisations de sensibilités différentes et d'individus, d'organisations politiques, et d'individus. Et on est réunis autour de l'idée qu'on considère en fait que la lutte antiraciste doit compter parmi les priorités de l'agenda politique local et ne pas être reléguée à une lutte de second plan. C'est pour ça qu'on a eu l'idée aussi d'inviter Franco Lolia et Julia Boutelja, qui sont des militants essentiels à la lutte antiraciste politique et qu'on oppose en fait à l'antiracisme moral du type SOS Racisme, et ils vont vous présenter en fait leur analyse de ce qu'est l'antiracisme politique. Sans préciser. Voilà. Ici à ma droite, vous avez Julia Boutelja, que nous sommes heureux d'accueillir. Les cofondatrices et porte-parole du Parti des indigènes de la République. Et les co-auteurs avec Sadi Khiari de Nous sommes les indigènes de la République, publié aux éditions Amsterdam en 2012. Et a récemment écrit le livre Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire, publié en 2016 aux éditions de La Fabrique. Il est d'ailleurs disponible devant la porte pour ceux qui veulent l'acheter plus tard. Voilà. Ensuite, Franco Lolia, que nous sommes également honorés d'accueillir, qui est cofondateur et porte-parole de la brigade anti-négrophobie, qui a été créée entre deux réactions suite à la mort de Zied Ebouna et à la condamnation de Fogiel pour propos racistes. Il est co-auteur de l'ouvrage Autopsie de la négrophobie, qui est lui aussi disponible ici à l'achat devant la porte. Voilà, je laisse la parole à Julia. C'était moi qui veux. Oui, je démarre. Ok, je vais démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je sais qu'il va y avoir un échange, un débat dans la salle. Je pense que c'est de ce débat-là qu'on va le plus apprendre. Je tenais à dire que il sera peut-être, on va, comment dire, en tout cas, je vais peut-être pas aborder tous les détails qui permettront d'accéder facilement à la compréhension du pourquoi de notre création. Donc, ce sera l'occasion à ce moment-là d'essayer de poser les questions, même celles qui semblent fâchées, parce que c'est celles-là qui vont nous aider à conforter notre argumentation et à être sûr d'être bien compris. Donc, il ne faudra surtout pas hésiter au cours du débat de poser toutes les questions requises, et je pense que c'est là que ce sera le plus riche pour essayer de comprendre notre vision de l'antiracisme. Alors, pour ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, la brigade anti-négrophobie, c'est un groupe, un collectif qui s'est créé, qui n'est pas comment dire, il n'y a pas de personnalité juridique. C'est un groupe qui vit par sa propre volonté de vivre. Et on s'est fondé en 2005. Comme ça a été résumé, effectivement, suite à la mort de Zied Ebouna, mais aussi il y avait eu des incendies durant le printemps-été 2005 qui avaient tué 52 personnes, majoritairement d'origine de l'Afrique subsaharienne, originaire de l'Afrique subsaharienne.
Et il y a eu effectivement cette condamnation de Marc-Olivier Fogiel suite à une manipulation de SMS où il avait pris en otage le service public pour faire passer des idées. Et les tribunaux français l'avaient condamné parce qu'effectivement, il avait, pour régler ses comptes avec l'humoriste Dieudonné, pris en otage toute une communauté et tout ce qui s'ensuit. Donc cela pour dire que si on s'était créé, c'est pas, il y avait les événements plus spectaculaires tels que les incendies, les manifestations, tels que les incendies et les révoltes qui ont suivi la mort des Ziad Bouna, mais c'était intéressant même si c'était beaucoup moins spectaculaire, d'analyser la question de la condamnation de Monsieur Fogiel. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, c'est la justice française qui le condamnait, donc on peut être d'accord ou pas d'accord, mais la justice s'est perçue comme quelque chose d'objectif, de rationnel, etc. Et c'était l'occasion pour nous de montrer que c'était plus l'émotion qui nous poussait à agir, parce que souvent, ce que disent les discours quelque peu paternalistes, quand on va agir suite à la mort de Ziad Bouna, on va dire oui, mais c'est votre émotion, vous êtes un peu trop émotif. Pareil pour les incendies. En fait, il n'y a pas de rationalité, tandis que là, effectivement, il y avait cette condamnation. Donc, pour nous, c'était l'occasion de dire que malgré cette condamnation, le gouvernement français, au-delà de la justice, c'est-à-dire il n'y avait pas le service public pour lequel on paye des redevances, n'avait pas jugé bon d'opposer une sanction à l'animateur qui avait été condamné. Et les personnalités politiques de premier rang et de premier plan n'avaient pas été restées de manière très silencieux par rapport à ce problème. Donc nous, on s'est dit, ça montre que tous les racismes, parce qu'on avait déjà une vision, il n'y a pas d'idée de le racisme, etc. Il y a différents racismes qui composent le grand ensemble du racisme. Tous les racismes n'étaient pas combattus avec la même conviction, et voire certains étaient même nourris, alimentés de manière très, très, très subtile. Et donc, on a décidé de se constituer en tant que groupe pour combattre le racisme d'État en général et la négrophobie en particulier. De là, on a défini effectivement le racisme qui nous a ciblés en tant que noirs, qu'on peut résumer comme étant le racisme anti-noir. Et on lui a donné l'appellation de négrophobie qui existait déjà dans un cercle très élitiste qui n'avait pas été spécialement défini, etc. Et nous, on a donc dans le livre, ça l'explique un peu, mais on a fait en sorte que on a spécifié, on a délimité les contours du racisme qui nous touche chirurgicalement, qui nous cible chirurgicalement, et on l'a nommé la négrophobie. Donc voilà. Alors pour ce qui est de la question de l'antiracisme politique, en sachant que d'autres questions pourraient être posées si tout n'est pas clair, mais pour ce qui est de l'antiracisme politique, ce que je tenais à dire, j'ai pas une recette précise à donner. Tout ce que je sais, c'est que plus qu'antiracisme politique, moi je parlerais d'antiracisme décolonial, parce que plus j'avance dans le temps, dans la réflexion, dans l'action, etc., plus j'ai du mal à dissocier l'antiracisme de la question décoloniale, en fait. C'est-à-dire, c'est même pas plus j'ai du mal, je pense que c'est inextricable, en fait, puisque nous concernant d'une manière très générale, même si les Noirs viennent de différents endroits, etc., le racisme est vraiment l'arme qui a permis de justifier, de légitimer les crimes contre l'humanité qui ont été commis, et cette arme-là a servi à la colonisation. Donc, dans notre réflexion, il devient de plus en plus difficile de différencier l'antiracisme de la mécanique décoloniale qui doit s'en suivre, qui doit aller de pair, selon nous. Et donc, plus qu'un antiracisme politique, bon, c'est un antiracisme politique, mais c'est vraiment l'idée d'antiracisme colonial. Effectivement, nous, par exemple, on n'aime pas trop nommer dire que, par exemple, nous, on a la vraie vision de ce que devrait être l'antiracisme, les autres ont la mauvaise. On essaye de proposer une analyse, et de cette analyse, les gens se font une idée. Et effectivement, comme ça a été dit récemment, je suis intervenu dans un cadre qui parlait aussi du racisme, et effectivement l'intervenante parlait de l'échec de l'antiracisme, donc l'antiracisme traditionnel,
qu'on a coutume d'entendre, qui a pignon sur rue, qui montre patte blanche et qui est accepté de l'appareil politique mainstream. Cet antiracisme-là, on a compris qu'en fait, il n'a jamais été un antiraciste. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il porte le nom, le label ou l'étiquette d'antiraciste qu'il est un antiraciste. On pense qu'il est là pour renforcer de manière subtile l'ordre racial des choses, l'ordre éventuellement social des choses, et que en fait, il n'y a pas une volonté de combattre le racisme dans le fond, mais de le combattre dans une forme qui est justement morale et qui ne vise pas justement à modifier le fond des choses pour arriver à ce qu'on pourrait appeler entre guillemets une réelle égalité, bien que même ce mot il faudrait rediscuter, mais qui permettrait à chacun d'accéder à une dignité qui lui est due, qui lui est due et qui devrait être inaliénable. Donc c'est en cela que nous nous distinguons de cet antiracisme-là, qui est à notre avis déjà, il faut se poser la question, c'est-à-dire que pour nous, même quelle que soit la ville dans laquelle on est, le pays, etc., des individus, on va les désigner comme racistes, mais le principal pourvoyeur de racisme, c'est l'État. C'est-à-dire l'État français est le principal pourvoyeur de racisme de manière très déguisée, parce que il va jamais afficher ouvertement son racisme, mais ça on pourrait l'étudier ensemble, etc. Donc le principal pourvoyeur de racisme, celui qui a commis les pires crimes contre l'humanité, là on est dans le cadre français, donc on va parler de la France, mais on pourrait parler d'autres pays, celui qui a commis les pires crimes, qui les a légitimés, qui a fait des textes de loi, à commencer par le Code noir, le Code de l'indigénat, etc., qui a permis de légitimer le massacre de populations, de les réduire à l'état de sous-hommes ou de biens-meubles, etc. C'est bien l'État l'État français donc c'est le principal pourvoyeur. Et cet État-là voudrait nous faire croire que par un tour de magie, parce qu'il a compris que c'était pas bien de faire des vilaines choses, d'un coup il a rompu avec ces textes de loi qui font corps même dans son appareil juridique. On ne peut pas expliquer la justice, par exemple les contrôles aux faciès, etc., sans étudier le fil conducteur, le cordon ombilical qui relie la justice française d'aujourd'hui à cette justice coloniale d'hier. Et c'est ça vraiment que nous, c'est à cela qu'on s'oppose. Et c'est vrai que notre but n'est jamais de personnaliser, on trouve que c'est une erreur de personnaliser le racisme. Ce que l'antiracisme traditionnel fait souvent, c'est-à-dire il va désigner un grand méchant loup, il va dire « Oh, le vilain pas beau, vous voyez, c'est contre des gens comme ça qu'il faut combattre, etc. » Et pendant ce temps, l'État français est toujours en paix, c'est-à-dire on n'analyse pas les fondements de l'éducation nationale, on n'analyse pas les fondements du système politique qui pendant très longtemps, avant que par exemple M. Sarkozy fasse son tour de prestidigitation en mettant un peu de Ramayad, un peu de je sais plus qui, mais bon, voilà, Fadela, etc. Avant ce tour de prestidigitation, les appareils politiques, qu'ils soient même communistes, etc., ils étaient étrangement tout le temps blancs. Donc il faut bien se poser la question de savoir qu'est-ce qui de manière insidieuse perpétue toujours la même mécanique raciste qui n'avoue pas son nom, etc. Et donc nous, c'est vraiment essayer de nous attaquer au fondement du racisme de la manière la plus émancipée possible, parce qu'on a conscience que aussi l'appareil raciste et au-delà l'appareil colonial est très aliénant, et que on a beau essayer d'être le plus libre possible dans son esprit, on est toujours quelque part aliéné, mais de la manière la plus émancipée possible, on essaie vraiment de s'attaquer au fond de ce racisme-là, que l'antiracisme renforce par son hypocrisie, même si c'est inconscient. Et ça, on pourra en discuter, parce que notre but, pourquoi on ne veut jamais aussi personnaliser cet antiracisme qui renforce l'antiracisme, c'est parce qu'on sait que des gens de bonne foi, comme les trucs humanitaires, là, je sais pas comment, les ONG, vont aller de bonne foi en se disant, oui, il faut que je fasse quelque chose pour sauver l'humanité, etc. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas attaquer, parce qu'on sait que des gens, des individus, n'ont pas d'autres,
on leur offre pas d'autres visions, d'autres grilles de lecture, d'autres analyses, et vont aller dans ce genre de trucs de bonne foi. Et quand on attaque ces structures-là de manière directe, sans donner d'explication, ils ont l'impression qu'on les attaque. Donc nous, ce qu'on tient à dire, c'est que il faut se poser la question de savoir comment l'État français, puisqu'on est en France, étant le principal pourvoyeur de racisme, peut financer un antiraciste qui est censé le combattre, puisqu'il est le principal pourvoyeur de racisme. C'est comme si un criminel allait financer l'enquête du juge qui est censé le condamner à mort. Ça n'a pas de sens. Donc on voit bien que si on réfléchit un tant soit peu, cet antiracisme-là ne peut pas nous libérer. Donc je ne serai pas beaucoup plus long, mais après j'espère qu'il y aura un échange, mais après dire aussi que c'était essentiel pour nous de délimiter les différentes formes, quand je dis les différentes formes, c'est-à-dire pour nous ça va de soi, mais comme on ne veut pas adopter la même attitude paternaliste qu'on peut retrouver d'ailleurs dans un certain type d'antiracisme qui prétend connaître le racisme et pouvoir parler pour tout le monde, etc., alors que les cheminements du racisme sont aussi complexes que ceux de la colonisation. Donc on a pensé qu'il fallait qu'on délimite le racisme qui touche particulièrement les Noirs, parce que c'est par cette fenêtre-là, c'est par ce viseur-là qu'on nous a attaqués, mais ce n'était pas dans le but de dire qu'il y a un racisme au-dessus des autres ou plus important, etc. C'est dans le but d'une compréhension globale, c'est-à-dire qu'on invite effectivement chaque communauté, chaque population victime du racisme à définir le racisme qui les cible, avec le cheminement colonial qui est le leur, pour une meilleure compréhension du mal. Parce que ce que je veux dire, c'est que par exemple, si on prend les images de l'asiatique ou du noir, etc., c'est pas de la même manière que ces images-là sont avilies. Le noir a une image de rigolard comme dans Banania ou de je sais pas quoi, l'asiatique une image, l'arabe une autre image. Ça veut bien dire que les cheminements coloniaux pour asservir, pour avilir des populations sont différents. Et que c'est ça qu'il faut étudier en profondeur. C'est comme s'il y a une maladie, si on veut la guérir, il faut la comprendre dans sa spécificité, dans sa subtilité et tout ce qui s'ensuit. Donc pour nous c'est primordial, et on pense que par exemple l'État français en particulier, parce que c'est l'un de ceux qui prétend qu'au nom des droits de l'homme il ne faut pas de particularisme, etc. En tout cas le truc de diviser pour mieux régner, bien t'assimiler, etc. Mais cet État français qui prétend au nom des droits de l'homme qu'il ne faut pas de quotas, donc ça on peut en discuter, qu'il ne faut pas de spécificité, il ne faut pas de particularisme, etc. On pense qu'il a créé aussi cette vision de l'antiracisme très générique, très vague, cette vision-là, pour justement ne jamais avoir à combattre réellement le racisme. Parce que c'est comme si, je prends souvent cet exemple, mais comparaison n'est pas raison, dans la maladie, un médecin disait, j'ai un médicament pour combattre la maladie. Je veux dire, un médecin est obligé de prendre chaque maladie dans sa spécificité, de l'étudier profondément pour pouvoir essayer d'en extirper un remède. Et on pense que dans le racisme, c'est pareil. Et par contre, de l'étude d'une maladie ou d'un racisme à un autre, il y a des passerelles qui permettent de solutionner ou d'apporter des billes pour combattre, pour renforcer d'autres luttes qui sont spécifiques, etc., etc. Comme dans les maladies, on l'a vu parce que nous, on s'intéresse particulièrement à la drépanocytose de par nos actions. On a vu qu'il y a des études qui ont été faites dans le cancer et des remèdes qui sont valables pour la drépanocytose. Donc, je veux dire, le fait d'étudier chacun nos spécificités ne vise pas un repli sur nous-mêmes, mais au contraire vise à renforcer nos grilles d'analyse, et une fois qu'on les met en collaboration, à augmenter notre efficacité en matière de lutte contre le racisme d'État en général. Donc voilà à peu près comment on se pose. Et c'est vrai que nous, on est plus connus sur le champ de l'action de terrain, c'est-à-dire on peut appeler ça des opérations coup de poing et tout ce qui s'ensuit, mais parce qu'on pense que les nôtres, c'est pas parce qu'on pense que c'est le plus important. Le plus important, c'est pour nous le fond. Mais il y a tellement de choses qui se font que les gens, s'ils vous voient pas agir,
on pense qu'ils ne vous écouteront pas. Donc on essaye d'agir le plus possible, on essaye de nous opposer à toutes les politiques racistes, qu'elles soient déguisées ou affirmées, et de manière à essayer de faire passer le plus possible nos idées. Mais c'est très dur parce qu'effectivement, on le voit, je terminerai par ça, par exemple les mascarades de commémoration de l'abolition de l'esclavage. À chaque fois que vous ferez monter l'ébullition, l'État, raciste comme il est, ça choque peut-être des gens, mais c'est le cas, je peux prouver tout ce que j'avance. Donc il n'y a pas de problème. Mais l'État pour récupérer, va créer ce qu'on peut appeler chez les pompiers des contre-feux. Donc il va créer une commémoration parce qu'il sait que la question est en train de crépiter et qu'il vaut mieux qu'il la maîtrise plutôt que de nous laisser la prendre à notre compte. Donc c'est comme ça qu'on devient invisible. C'est comme ça qu'il y a des groupes qui sont créés, des groupes soi-disant, entre guillemets, antiracistes, qui sont créés pêle-mêle pour pouvoir empêcher la visibilité ou le fait qu'on puisse entendre d'autres groupes, et c'est comme ça qu'on est invisibilisé. Mais en tout cas, on se bat et on essaie non pas de lutter contre cet antiracisme-là, mais notre vocation, c'est essayer de décoloniser les esprits, parce que si on décolonise les esprits, automatiquement, c'est comme si on reformate le programme d'un ordinateur, on va forcément vers la libération. Donc c'est ça notre mission, c'est pas de nous opposer à un antiracisme traditionnel, c'est réellement de lutter contre la décolonisation. Et aujourd'hui, on pense que la décolonisation, elle est au-delà du néocolonialisme, ça devient du neurocolonialisme. Donc on pourra du neurocolonialisme. On pourra étudier ce concept-là, mais c'est là qu'on en est. Donc l'idée, c'est de décoloniser les esprits. Voilà à peu près ce que je peux en dire, et j'espère que vos questions m'aideront à affiner le reste. Merci. Bon, bonjour à tous. Et merci au front de cette invitation. Et merci à vous tous d'être là nombreux. Je vais commencer. Alors, donc la question c'est est-ce que vous entendez bien au fond? Ça va? Je parle assez fort? Ouais. La question c'est donc d'expliquer, de présenter ce qu'est l'antiracisme politique. Alors, je vais peut-être commencer par dire qu'on pourrait déjà commencer par s'attarder sur les militants de l'antiracisme politique, parce que le sort qu'il leur est fait aujourd'hui en France est significatif de ce que signifie l'antiracisme politique. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque maintenant, à chaque fois que je suis invitée quelque part, eh bien, je remercie doublement les gens qui m'invitent, pour m'inviter, et pour avoir résisté aux pressions qui sont faites lorsque je suis invitée. Et là, par exemple, pour prendre un exemple d'aujourd'hui, nous sommes accueillis avec une affiche, voilà, qui sont les véritables racistes, et en gros, avec mon visage, voilà. Donc voilà, les vrais antiracistes, c'est les antiracistes politiques. Ouais. Et ça, c'est vraisemblablement des militants d'extrême gauche, puisque c'est signé ni Dieu ni maître, toujours. Bref. Alors, j'ai été invitée cet été à l'université de Toulouse, et des pressions ont été faites par des organisations sionistes. J'ai été invitée à Montpellier, je ne sais plus quand, au mois d'avril, et on a eu une manifestation d'extrême droite. Et là, comme vous pouvez le constater, là c'est plutôt des pressions de gauche. Donc en fait, Je pense pas que c'est sur la gauche, parce que Jean-Claude Meyer a été cité, mais il n'a pas de souci avec la gauche. Si, c'est la gauche. Si, c'est la gauche. Si. C'est pas parce que Jean-Claude Meyer a été cité que ça n'est pas la gauche. Si, c'est bien la gauche qui peut... Une partie de l'extrême gauche, parce qu'en fait c'est le cas aussi à Paris, une partie de l'extrême gauche, et pas toute l'extrême gauche, parce qu'on a des alliés à l'extrême gauche, mais une partie de l'extrême gauche se mobilise contre nous et nous présente comme étant des racistes. D'accord. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, les antiracistes politiques ont en face d'eux à la fois l'État, mais également des formations de gauche, de droite et d'extrême droite. Et c'est quand même significatif.
je suppose que vous avez tous vu comment est traité actuellement Marouane Mohamed, le porte-parole du CCIF. Vous avez sûrement tous dû voir comment sont traitées les militantes qui ont organisé le camp d'été décolonial. Et ainsi de suite, la BAN à la télé, le Parti des indigènes, les indivisibles lorsqu'ils faisaient les Yabon Awards. Donc en fait, on est cette mouvance effectivement nouvelle qu'on appelle les antiracistes politiques. On est attaqué par l'ensemble du champ politique, et je pense que c'est important de s'attarder là-dessus, puisque je pense que nous représentons une rupture dans ce qu'on appelle l'antiracisme. Et il y a aujourd'hui des antiracismes. Il y a l'ancien antiracisme moral, sur lequel je vais revenir, et l'antiracisme politique. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui les distingue. Alors, ce qui distingue, alors pourquoi ? Alors, cette rupture, me semble-t-il, elle est historique, et je crois qu'elle s'est faite progressivement, mais c'est vrai qu'il y a une date historique qui est la date de 2005. Je ne sais pas pourquoi cette date est un tournant, mais je sais qu'en 2005, il y a eu l'apparition de la BAN, il y a eu l'apparition des indigènes de la République, en 2004, il y a eu l'apparition du CCIF, et la même année, il y a eu l'apparition de la Voix des Roms. Alors, on est là devant 4 organisations qui constituent aujourd'hui la nouvelle génération des antiracistes, et qui a pour particularité d'être animées par les principaux concernés. Ceux qui subissent le racisme, que ce soit les Roms, dans la Voix des Roms, que ce soit les Noirs dans la brigade antinégrophobie, que ce soit les musulmans dans le CCIF, ou les indigènes au sens statutaire du terme, tous ceux qui viennent des anciennes colonies au sein des indigènes de la République. On est tous à Paris en 2005, et je pense que c'est important de retenir cette date, bien que je répète, le divorce entre l'antiracisme politique et l'antiracisme moral et l'antiracisme politique s'est fait progressivement, et moi je pense qu'on peut le faire remonter à la première marche de l'égalité contre le racisme de 83, qui a vu apparaître la première génération après les premières grandes vagues d'immigrés, donc la deuxième génération issue d'immigration postcoloniale, qui a commencé à revendiquer ses droits. Eh bien, cette marche, qui était fondamentalement une marche politique, vous en connaissez, je suppose, un peu l'histoire. Elle est née après des crimes policiers, et elle a vu arriver à Paris à peu près 100 000 personnes qui, pour la plupart, étaient issues de l'histoire coloniale. Bien, c'était la première apparition politique de cette génération qui allait poser à la fois des questions politiques en termes d'égalité sociale, mais également des questions politiques en termes identitaires. Qu'est-ce que la France ? Qu'est-ce que l'identité de la France ? Est-ce que la France est une France gauloise, comme on le dit aujourd'hui, ou est-ce que c'est la France de sa multiplicité ? Eh bien, moi, il me semble que les questions politiques posées par la marche de l'égalité en 83 ont participé très, très lentement à l'élaboration de nouvelles générations qui allaient aujourd'hui former l'antiracisme politique tel que nous le représentons aujourd'hui. Alors, pour moi, l'antiracisme politique, si on devait le définir, c'est un antiracisme qui comprend que le racisme est un système, qui comprend que le racisme est une production de l'État, comme l'a très bien dit Franco, mais qui comprend également, parce que quand on dit que le racisme est une production de l'État, j'ai le sentiment que souvent on a tendance à innocenter le peuple. Or, moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de racisme, comme il ne peut pas y avoir de racisme d'État, s'il n'y a pas une complicité du peuple. Une partie du peuple qui bénéficie du privilège blanc. Et en ce sens, je pense qu'on ne peut pas ne pas comprendre l'existence et la perpétuation du racisme si on ne comprend pas qu'une partie du peuple a tout intérêt à ce que ce racisme existe, alors consciemment ou inconsciemment. Il ne s'agit pas, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, de cibler des personnes ou des individus qui bénéficient d'un privilège statutaire, social, économique, politique, mais que, au travers des actions syndicales, au travers des actions politiques, au travers des mobilisations, eh bien, ce qui est certain, c'est que
l'intérêt que les grandes organisations politiques de gauche et les grands syndicats se mobilisent prioritairement autour de la défense des intérêts des classes moyennes et des prolétaires blancs. Et c'est en cela que l'antiracisme politique existe, parce que les revendications d'une partie du peuple issues de l'histoire coloniale ne sont pas prises en compte par ce que nous appelons le champ politique blanc. Et ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité, et elle s'exprime notamment à travers les mobilisations qui ont eu lieu l'année dernière. Il y a eu les attentats, et automatiquement la réaction de l'État. Et la réaction de l'État, elle a été d'abord la suivante. L'État policier s'est abattu contre les quartiers populaires, et en particulier contre les musulmans. Il y a eu l'état d'urgence et il y a eu entre 2000 et 3000 perquisitions. Nous faisons partie de ceux qui ont tenté de créer un large front pour expliquer qu'il fallait, qu'on ne pouvait pas réprimer les musulmans de cette manière, et que les musulmans ne pouvaient en aucune manière être les cibles de la répression de l'État après les attentats de Daesh, qu'il faut évidemment neutraliser, mais pas avec la brutalité, et surtout pas en faisant des musulmans des coupables idéaux. On a essayé de faire des mobilisations, on s'est retrouvé à peu près avec une partie de la gauche radicale, on s'est retrouvé entre 3000 et 5000 dans les rues de Paris, ce qui était parfaitement ridicule. Et dans la séquence qui a suivi, il y a eu la loi El Khomri. Et là, tout d'un coup, l'ensemble du mouvement politique, l'ensemble des syndicats sont sortis dans la rue. Alors, quand il s'agit de défendre les intérêts des classes moyennes et du prolétariat, évidemment, la réaction a été très rapide, et il n'y a pas eu besoin de faire des grands cours pour expliquer à quel point la loi El Khomri était dangereuse. Tout le monde comprenait parfaitement bien qu'il fallait se mobiliser dans la rue. Alors nous, ce qui nous a intéressé dans cette séquence, c'est qu'on a pu réprimer les musulmans et les quartiers sans qu'il y ait très peu de protestations et de solidarité de la part du champ politique blanc. En revanche, dans la séquence qui a suivi, il y a eu des énormes mobilisations de rue, et c'est très bien, parce que nous, on pense évidemment qu'il faut se mobiliser contre la loi El Khomri, et il y a eu toute la séquence Nuit debout, dont nous avons dit que c'était essentiellement un mouvement blanc. Ce qui s'est avéré, effectivement, lorsqu'on a pu voir les mobilisations dans la rue. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas un peuple, mais qu'il y a des peuples. Et que le peuple, il est subdivisé, évidemment, bon ça c'est pas spécialement une nouveauté, mais que les uns et les autres ne nous mobilisons pas en fonction des mêmes intérêts. Et c'est ce qui fait qu'il y a un champ politique blanc et un champ politique indigène. Nous, on fait de la politique et on pense que ça n'est pas parce que ça existe, que cette réalité existe, que les alliances ne sont pas possibles. On pense même qu'elles sont nécessaires. Simplement, le rôle de l'antiracisme politique, c'est de définir son propre agenda. C'est de dire, soit on fait ce qu'on a fait pendant 30 ans, c'est-à-dire on est la 5e roue du carrosse, et on vient vous soutenir, vous les Blancs qui êtes menacés de déclassement, notamment par la loi El Khomri, et on vient soutenir vos luttes, donc on est la 5e roue du carrosse, ou bien on dit que nous avons notre propre agenda, on réfléchit en termes de rapport de force, on constitue notre camp, et on dit, vous devez venir nous soutenir. Et ensemble, on sera peut-être plus fort contre les assauts du libéralisme. Mais, à la différence des années 80, on ne veut plus être les tirailleurs d'un combat qui n'est pas directement le nôtre. C'est-à-dire que nous avons un agenda qui est celui de l'antiracisme politique, qui est celui de l'islamophobie, qui est celui de la négrophobie et qui est celui de la romophobie, qui est celui des crimes policiers,
qui est celui des contrôles au faciès, qui est celui de l'anti-impérialisme, qui est celui de la Palestine, qui est celui de l'antisionisme. Ça, c'est notre agenda. Ça, c'est notre agenda. Où est-ce qu'on se rencontre? C'est ça la question, et c'est ça la question stratégique. Où est-ce qu'on se rencontre? Comment on fait force ensemble? Et bien moi, il me semble qu'il s'est passé quelque chose cette année et que le mouvement social a été réprimé par les flics. Alors on a vu beaucoup de manifestants de gauche contre la loi El Khomri prendre conscience de l'existence d'un État policier. Or, ce que savent les antiracistes politiques, ce que savent les gens des quartiers, c'est que l'État policier est un État tout à fait normal dans les quartiers. C'est la normalité. C'est pas quelque chose de nouveau. Sauf que c'est nouveau, en gros, chez les Blancs. C'est pas trop tôt, très bien. C'est bien de s'en apercevoir, et c'est bien qu'il y ait eu cette expérience, parce que ça nous permet, nous, de dire, en tout cas de définir, des espaces de lutte en commun. Ça permet de dire, eh bien écoutez, nous, ça fait 30 ou 40 ans que les mecs de chez nous, les mecs, se font contrôler, se font tabasser, voire tuer. Vous commencez à être réprimés, et à notre avis, ça ne sera pas la dernière fois, puisqu'effectivement, on ne voit pas comment, dans un monde qui n'a d'alternative que l'ultralibéralisme, il pourrait en être autrement. Eh bien, il nous semble que sur le terrain, au moins de la répression policière, en tout cas de l'État policier, eh bien, on a peut-être des intérêts en commun à défendre. Dans cette perspective, nous, on maintient notre agenda et on permet la question des alliances. Donc la proposition, en fait, l'intérêt, à mon avis, de l'existence de l'antiracisme politique, c'est évidemment pas simplement la question directement des alliances, c'est d'abord la question de la défense des intérêts des indigènes au sens large, avec une conscience forte qu'il est important de créer du rapport de force. Or, nous, notre rapport de force, on doit le créer non seulement contre l'État, ou contre l'extrême droite, ou contre la droite, ou contre le Parti socialiste, mais on a en quelque sorte une double peine, c'est que le rapport de force, on doit aussi le créer avec et contre la gauche radicale. Donc, au jour d'aujourd'hui, on en est là. Alors la situation, évidemment, elle est plutôt morose, puisque nous savons tous ici que l'extrême droite est sûrement aujourd'hui la première ou la seconde force politique de ce pays, que c'est le cas dans toute l'Europe, que la droite et le PS, tout ce qui concerne tout ce qui incarne la social-démocratie, court derrière l'extrême droite, et que tout ce qui est à gauche du PS est relativement dispersé, inorganisé. En tout cas, il n'y a pas quelque chose d'homogène qui puisse résister aux forces réactionnaires, ou on dirait, nous, aux forces impérialistes ou racistes. Donc on a, à mon sens, on a un véritable défi, nous les antiracistes politiques, poursuivre la construction et l'élargissement de notre front, de notre force, mais également d'aller chercher nos alliés là où ils sont. Évidemment, là où ils sont, nous savons où ils sont. Ils sont à la gauche du PS. Je ne sais pas si tout le monde sait que nous sommes des alliés potentiels. Ça, je ne sais pas. Et c'est aux autres de le définir, puisque nous sommes nous-mêmes traités de racistes. Donc la question, c'est de savoir si tout le monde comprend bien que on est une partie de la solution. Mais ça, c'est pas qu'à nous d'y répondre, c'est aussi à vous tous et aux alliés potentiels.
Donc, voilà en gros ce que je voulais dire. Comme on m'a dit de ne pas dépasser le quart d'heure, je pense que je m'y tiens là, à peu près. Voilà, merci. Merci. Mais je vais essayer voilà. Donc concernant la question du racisme d'État et le fait qu'il y aurait eu un peu des failles, des améliorations, etc. C'est-à-dire que moi je suis formel, c'est-à-dire que là c'est enregistré, donc ça peut être diffusé et que l'État français m'attaque. Moi je dis formellement, l'État français est viscéralement négrophobe. Viscéralement. J'ai pas le temps d'en apporter toutes les preuves, si ce n'est vous dire déjà que j'en suis une preuve vivante, mais maintenant je risquerais de subir le même sort que la Vénus Hottentote, mais quoi qu'il en soit, voilà, je le dis, et après si on peut débattre là-dessus, on le fera. Maintenant, je dirais que sur l'aspect éducatif, c'est vrai que vous avez ramené des éléments tels que 1791 ou etc., mais ça c'est l'histoire telle qu'elle nous est racontée, et c'est vrai que si on se penche réellement sur une lecture entre les lignes de l'histoire, les choses sont bien plus compliquées. En fait, c'est ça la force entre comment dire, c'est ce qui explique les variations entre le colonialisme et le néocolonialisme. C'est pas le but de rendre un colonialisme plus doux, c'est le but qu'à un moment, les forces de résistance en présence font qu'on est obligé de modifier la structure de domination. Et donc, le discours va caresser dans le sens du poil. En fait, même aujourd'hui, si on regarde, là on est en France, on va se dire, bon, notre sort, c'est pour ça qu'ils aiment bien nous montrer les meurtres des Noirs aux États-Unis pour parler de ce cas précis. Comme ça, on se dit quelle chance on a de vivre en France, etc. Mais si on analyse la structure de la France-Afrique et le nombre de déstabilisations qu'il y a sur le sol africain, si on voit le sort d'Haïti, l'état de pauvreté d'Haïti, qui est la première république noire qui s'est émancipée suite à sa propre résistance, à sa propre évolution, etc., on comprend qu'il y a une volonté d'écraser des peuples fiers pour que les autres, quand ils voient ça en exemple, ils se disent voilà ce qui nous arrivera si on cherche à devenir libre. Et donc, je tiens à dire une chose assez simple à comprendre quand on s'intéresse à cela, c'est que si on voit les dates 1791, 89, qui sont en fait que poudre de perlimpinpin, en tout cas nous concernant, dans la réalité des faits, les textes ont beau dire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que la justice, nous, on est obligé de la subir parce qu'elle a la violence légitime. Mais pour nous, la justice actuelle, c'est une justice coloniale. Et donc, 1791, c'est quoi pour un noir? La réalité, 89 ou 91, c'est que la réalité, c'est jusqu'en 1848, on est encore sous la législation du Code noir qui nous reconnaît comme étant des biens meubles. Voilà la réalité de ce qu'on peut appeler une variation où on a l'impression que ça s'affaiblit, mais la réalité, c'est que de 1791 ou 1789, le noir est légalement dominé et réduit à l'état de biens meubles. C'est ce que la France proclame, et c'est vrai qu'on n'a pas. C'est là où on voit la force de l'aliénation. Attention, ne me croyez pas plus intelligent qu'un autre. C'est-à-dire, c'est une chose que je ne voyais pas, parce que c'est ça la force. C'est comme la publicité. On vous radote des trucs, et même l'évidence, vous finissez par ne plus la voir. Donc, je puis vous dire qu'en matière de négrophobie, la France est viscéralement négrophobe. Et elle poursuit sa politique négrophobe de manière très insidieuse. Et il suffit d'étudier la politique france-africaine. Donc, je le dis, on parle bien de racisme d'État. Après, il y a des variations. Et effectivement, il y a l'idée que ce racisme d'État se repose sur le peuple, mais on n'a pas le temps de développer pour... et pour nous, les armes principales du racisme d'État, c'est l'éducation nationale, la télévision ensuite qui est l'opium du peuple, qui en fait amène à une pensée à sens unique finalement. On t'impose un ordre du monde
et on te force à accepter finalement la hiérarchie des races. Monsieur disait qu'on parlait constamment de race, mais de manière insidieuse. L'éducation nationale, en montrant que tous ceux qui ont inventé ont toujours généralement votre couleur, etc., parle de race, mais elle ne le proclame jamais. Et elle nous impose d'accepter un certain ordre des choses qui nous oblige à être des valets de ces civilisateurs et tout ce qui s'ensuit. Et on parlait aussi d'impérialisme. Je dirais que, comme je parlais de l'antiracisme, il faudrait se poser la question de savoir comment l'État, qui est le principal pourvoyeur de racisme, finance l'antiracisme. Moi, je pose une question simple. Comment un pays impérialiste, qui n'est pas le plus impérialiste, mais il n'y a pas une histoire de hiérarchie de l'impérialisme, on est impérialiste ou impérialiste ou on ne l'est pas, comment un pays tel que la France, impérialiste, donc avec une forte propension au capitalisme, etc., peut faire que l'éducation soit gratuite pour ces indigènes, pour ceci. Qu'est-ce qui se cache derrière cette gratuité? Il y a bien, je veux dire, vous prenez Maison du Café ou je sais pas quel truc quelle multinationale qui vient vous donner un produit gratuit au métro. Bon, je sais pas s'il y a des métros, je viens jamais ici. Mais quand vous sortez, quand vous sortez, ils vous donnent un truc gratuit et tout. Quand ils vous donnent le truc gratuit, c'est pour vous accrocher en espérant que quand vous allez aimer, après vous allez acheter. Quand on va à l'école, c'est du formatage pur et simple, pour être sûr qu'on a la même vision de la société, qu'en fait, on ne nous apprend jamais à réformer un système, mais à le pérenniser. Donc, on parle bien de racisme d'État. On n'aura pas assez le temps pour le développer, mais plus il y aura et on le redit. En tout cas, en matière de négrophobie, la France est un pays viscéralement négrophobe. C'est-à-dire que je ne saurais comment l'exprimer, et on a les preuves et les preuves, mais ce serait fatigant de les exposer ici. Et donc voilà, et il est important aussi de préciser et de repréciser, parce que j'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement, ce racisme d'État n'a pas de force s'il ne... C'est-à-dire, on est tous colonisés, ou en tout cas, on est tous aliénés. Sauf qu'il y a des aliénations qui produisent un complexe d'infériorité et des aliénations qui produisent un complexe de supériorité. C'est sans doute ce qu'on peut, assimiler aux privilèges blancs que certains ont, et les autres qui n'ont pas ces privilèges. Donc, c'est ce qu'introduit ce genre d'éducation, et c'est en cela que le racisme d'État est très fort. C'est que sous des beaux mots, le racisme c'est pas bien, il faut l'égalité des femmes, etc., il met bien la pilule. Et après, je terminerai avec monsieur qui dit on parle constamment de race. Moi, j'ai pas eu l'impression de parler de race. Je me sens pas. Peut-être que je l'ai fait, mais j'ai pas. Je parle pas de vous, je parle du livre d'où du livre. Il fallait le préciser. Alors moi, j'avais compris. D'accord. Bon, mais quoi qu'il en soit, c'était pour vous dire que vous avez parlé de substituer la lutte des races et la lutte des classes. Moi, j'interviens jamais sur ce genre de sujet, parce que vous savez, quand on est dans la lutte comme on l'est, on est comme le nez dans le guidon. Et c'est très difficile de réfléchir en même temps qu'on est en train de combattre. Mais concernant la lutte des races et la lutte des classes, ce que j'ai compris aussi, c'est que pour des individus comme je suis là, par exemple, quand vous parlez de lutte des classes, il faut savoir que nous concernant, on subit la double peine. C'est-à-dire que il n'y a même pas photo, il n'y a même pas match. C'est-à-dire que quand vous prenez un racisé, il est quasiment sûr qu'il fera partie des plus déclassés au niveau de la classe. C'est-à-dire le processus du racisme, c'est-à-dire la lutte des classes, quand vous vous en préoccupez, c'est-à-dire que nous, on est obligé de régler la question du racisme qui en elle-même induit le problème de la classe, qui nous déclasse au niveau de la société. Ça veut dire qu'on subit la double peine. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a même pas à débattre de cela, parce qu'on subit la double peine. Vous pouvez être sûr que les racisés sont généralement au bas du panier de l'échelle des classes. Donc il n'y a pas de question de substituer la lutte des races à la lutte des classes. Il y a une question de voir effectivement qu'il y a un moment une complémentarité, mais on ne peut pas nier que ça arrange beaucoup de se payer une bonne conscience à moindre coût en faisant croire que la lutte des classes et la lutte des races, c'est une espèce de même chose, etc. Non, il y a une volonté d'effacer une question, la question de la race, qui n'est pas celle que nous on appelle de nos voeux. C'est l'arme avec laquelle on nous a réduit à l'état d'être inférieur. Donc on est obligé s'il y a un procès, de ressortir l'arme du crime. Et l'arme du crime, c'est la race.
C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec M. Hollande quand il veut faire disparaître l'arme du crime. Il veut le faire disparaître de la Constitution. Et comment nous, on prouve qu'il a essayé de nous tuer avec? Donc non. Donc je vous dis, on prend la double peine. Nous, on prend la double peine. Classe, race. Voilà. Après... Oui, je vais répondre parce qu'il y a des questions qui m'étaient adressées. L'arme du crime. Attention. Alors, tout à l'heure, on m'a donné 15 minutes pour parler, donc évidemment, je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les spécificités de l'antiracisme moral. Et lorsque vous dites, monsieur, apparemment, vous étiez chagriné par cette opposition entre antiracisme moral et antiracisme politique. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a de l'antiracisme moral qu'on pense que toutes les associations qui sont dans l'antiracisme moral sont les mêmes et qu'elles sont homogènes. Dans l'antiracisme moral, il y a SOS Racisme, il y a la LICRA, il y a la LDH et il y a le MRAP. Mais toutes ne font pas la même chose et toutes ne sont pas, on ne les juge pas nous de la même manière. Par exemple, SOS Racisme et la LICRA, nous, on ne travaille jamais avec eux. Ils sont condamnés comme on a condamné le PS à droite et l'extrême droite. Pour nous, c'est clair et net. Maintenant, on retrouve sur le terrain souvent la LDH, parfois le MRAP. Eh bien, on ne peut pas effectivement complètement considérer qu'ils sont comme les autres antiracistes moraux, mais pour autant, ils ne sont pas non plus des antiracistes politiques. Donc, effectivement, vous nous dites que vous avez condamné Manuel Valls, que vous avez fait des procès à Attal, etc. Et effectivement, moi je sais très bien que par exemple la LDH et le MRAP s'occupent des robes, des expulsions, ce genre de choses. C'est tout à fait vrai. Donc c'est un travail tout à fait appréciable, avec lequel nous on va s'associer, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes des antiracistes politiques. Ça c'est pas vrai. Ne serait-ce que par votre constitution même, c'est-à-dire qu'en fait, les principaux concernés, les indigènes, ne sont pas chez vous. Ça, il faut quand même essayer de comprendre pourquoi. Il faut le comprendre parce que la lutte telle que nous la menons, on la mène avec nos mots, avec nos priorités, avec nos définitions et avec une définition précise de ce qu'est le racisme et l'antiracisme. Et je ne crois pas savoir que vous considériez le racisme comme un système, comme un système, non, le MRAP et la LDH, comme un système ou comme une émanation à la fois de l'impérialisme et de l'État-nation. Je ne crois pas que vous ayez ce genre de définition du racisme, et c'est ça qui vous fait antiracistes moraux. Pour autant, on ne vous confond pas avec les autres. Mais j'ajoute quand même que vous avez été extrêmement décevant ces dernières années, puisque le MRAP, par exemple, a validé la notion de racisme anti-blanc, par exemple. Ça, c'est... Ici, nous avons toujours été contre. Voilà, d'accord. Mais ça a été complètement disparu. D'accord, mais n'empêche que vous avez validé la notion de racisme anti-blanc, par exemple, et ça, je crois que ça fait du tort à la lutte antiraciste. Bref, je m'arrête là. Maintenant, sur tout ce que vous me reprochez. Alors, c'est bien parce que vous avez fait la liste de toutes les accusations contre moi. Homophobes, contre les mariages mixtes, et puis je ne sais pas quoi sur la question de l'esclavage et le Qatar, et plus l'utilisation de la notion de lutte des races. Alors, comme tous les antiracistes moraux, vous dites les races n'existent pas. Mais moi je vous dirais, le genre non plus n'existe pas. Si vous avez lu Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Le genre n'existe pas dans la nature. Et la classe n'existait pas à l'époque de Cro-Magnon. Voilà, donc c'est bien des systèmes qui créent la classe, qui créent le genre et qui créent la race. Donc nous, on n'est pas là pour dire que la race c'est bien, on est là pour dire qu'elle existe socialement et qu'elle crée des rapports d'inégalité. Donc c'est ça, quand on dit que la race existe, ça sert à rien de crier sur les toits qu'il faut arrêter de dire que la race existe parce que les racistes disent qu'elle existe. Les racistes disent qu'elle existe, certes, pour la pérenniser. Nous disons qu'elle existe pour l'abolir. Voilà, c'est quand même une distinction quand même qu'il faut quand même distinguer. Si vous ne pouvez pas faire cette distinction, je crains que vous ne soyez pas à votre place dans l'antiracisme.
Ensuite, la question des mariages mixtes. Alors effectivement, il y a eu une polémique incroyable parce que j'ai dit dans une interview que je considérais que le fait que ceux qui subissent le tort racial, parce que là il faut quand même comprendre ce que des conséquences du racisme, c'est chez ceux qui vivent le racisme, le premier des torts, c'est la haine de soi. Et quand on a la haine de soi, et les juifs connaissent ça historiquement, et nous on connaît ça, les noirs, les musulmans, les noirs, etc. Ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Et par exemple, dans mon expérience, c'est que parce qu'on ne s'aime pas, on va préférer, et ça je parle des années 80, je me souviens quand j'étais adolescente, je voyais des mecs vouloir préférer se marier avec des blanches, des mecs indigènes, hein, parce que c'était une ascension sociale. Comme je voyais des femmes indigènes préférer se marier avec des blancs parce que les blancs étaient plus civilisés que leurs frères maghrébins ou noirs. Eh bien cette idée, c'est une idée raciste, au sens où elle a été intégrée par nous, elle est l'expression du désamour de soi. Et je disais que précisément à partir du moment où on reconquiert l'estime de soi, eh bien que préférer se marier avec quelqu'un de sa communauté, c'était une évolution positive. Ça veut dire que on reconquiert l'estime de soi et c'est quelque chose qu'il faut savoir apprécier. Ça a été entendu comme un refus des mariages mixtes. Bon. Moi, j'y peux rien, si vous voulez. Bon, il se trouve que cette question est extrêmement complexe et que nous, on n'est pas des ayatollahs qui décidons qui a le droit de se marier avec qui, c'est pas la question. On n'est pas des marieurs et on n'est pas des censeurs. On dit simplement que ce moment, il faut savoir le comprendre. Il faut comprendre que s'aimer, apprendre à s'aimer, considérer que c'est pas pire ou moins bien de se marier avec un noir ou un arabe quand on est une femme noire et arabe, que c'est même une avancée positive, eh bien je pense que les antiracistes blancs doivent le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on veut pas se marier avec des blancs, c'est pas ça la question. C'est pas du tout ça la question. Parce que ça, c'est vraiment au niveau des pâquerettes. On dit ce que des femmes noires et des noirs ont vécu aux États-Unis à l'époque de la ségrégation, parce que ça existait déjà. Ça existait déjà. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais lu j'avais même parlé d'une anecdote dans un de mes textes sur des femmes communistes des années 30 qui étaient des noirs à l'intérieur du Parti communiste, alors qu'il y avait des lois ségrégationnistes qui empêchaient les mariages mixtes. Donc le Parti communiste luttait contre l'interdiction des mariages mixtes, donc ça c'était très bien. Mais les femmes noires à l'intérieur du Parti communiste, elles voulaient, et c'est ça le paradoxe, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'est le racisme. Elles disaient, elles étaient gênées par le fait que les hommes noirs à l'intérieur du Parti communiste se mariaient avec des blanches. Et elles disaient, elles exigeaient que ces hommes noirs se marient avec des femmes noires parce que ça leur faisait un tort sur le plan personnel. Elle disait, on nous fait un tort à nous les femmes noires, on préfère les blanches à nous, alors qu'on vivait dans un monde où, précisément, il y avait des lois ségrégationnistes qui empêchaient les mariages mixtes. À l'intérieur du Parti communiste, c'est le paradoxe du racisme. Elle disait, nous, on veut que les noirs se marient avec nous. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est les paradoxes du racisme. Et c'est pas parce que, aujourd'hui, prenant conscience des torts profonds du racisme dans nos personnalités, dans nos parcours de vie, et que la réaction, c'est de dire, c'est bien de nous aimer nous-mêmes, et qu'on est à ce moment de notre parcours, je vois pas où est le problème. Alors évidemment, ça a été entendu, traduit par tous nos alliés de gauche, comme « Ah, ils sont contre mariage, la mixité, ta. » Enfin, je veux dire, je trouve que c'est pas sérieux quand on veut vraiment comprendre ces processus. Sur l'homosexualité, c'est pareil. Donc voilà, on a dit que j'ai dit que, on m'a entendu dire un jour que j'étais contre l'homosexualité parce que c'était un truc de blanc. Bon, c'est évidemment un mensonge. Ce que j'ai dit, c'est la chose suivante. J'ai dit que les identités, et non pas la pratique homosexuelle, que les identités LGBT étaient un produit de l'histoire occidentale. Et ça, c'est parfaitement documenté. C'est parfaitement prouvé. Je parle des identités, non pas des pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, les identités LGBT sont des identités politiques, de revendication, sont nées dans un moment de l'histoire des démocraties occidentales, plus ou moins au siècle dernier,
à un moment effectivement où les États opprimaient, les États occidentaux en formation parce que hétérosexistes opprimaient les homosexuels. Donc effectivement, il y a eu des persécutions contre les homosexuels les persécutions créent la catégorie politique de l'homosexuel qui se revendique, et à partir de là, il y a eu des identités politiques qui se sont créées dans les espaces européens. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a des LGBT en Europe, qu'il y en a en Australie, qu'il y en a aux États-Unis, et il est vrai que par ailleurs, parce que tout ce qui vient d'Occident s'exporte, il y a des expressions à la fois de l'hétérosexisme, pas que des mouvements LGBT, mais de l'hétérosexisme chrétien en Afrique. On exporte ces normes chrétiennes, et ça c'est l'impérialisme qui les exporte, comme il exporte aujourd'hui les identités LGBT. Bon, et bien c'est pas parce qu'on dit ça qu'on pense qu'on est homophobe. On dit simplement que d'un point de vue décolonial, il y a une diversité de rapports sexuels, parce que la sexualité est aussi un rapport social, et que sur tout le continent africain, il y a eu des rapports à la sexualité extrêmement divers qui ont été disciplinés par l'époque coloniale, et qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans le continent africain dans des situations un peu inextricables, où d'un côté, on a des évangélistes chrétiens qui veulent imposer ou continuer d'imposer l'hétérosexisme chrétien, et en face, des mouvements LGBT qui sont financés et qui veulent aller sauver les homosexuels d'Afrique. Donc voilà, on est dans cette situation où on a des conflits de blancs qui sont exportés en Afrique et dans le monde arabe. Et ça amène à rien de bon. Parce que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe ? Les homosexuels qui avant ne se revendiquaient pas comme tels, mais pratiquaient, avec les normes de leur pays, deviennent visibles, et à partir du moment où ils deviennent visibles, parce que encouragés à le devenir, ils sont tabassés par les gens localement. Parce qu'ils vont considérer que ce sont des normes nouvelles, impérialistes, qui déforment l'authenticité et qui agressent les sociétés colonisées. Donc c'est ça mon propos. Alors évidemment, comme vous pouvez le constater, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on en dit. Non, mais je pourrais citer vos paroles. Bah, vous pouvez les citer parce que c'est ce que je dis. Bon. Ensuite la question. Vous posez la question, qu'est-ce que vous pensez de l'esclavage en Mauritanie et au Qatar ? Alors ça, c'est une question extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous croyez que je vais vous répondre ? Et vous croyez que je vais vous répondre quoi ? Que je vais vous dire que c'est ce que je trouve ça bien ? Non, mais c'est une question que je trouve extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'esclavage en Mauritanie et au Qatar ? Ouais, c'est génial. Ben non. Non, mais la question en elle-même, elle en dit beaucoup sur vous, monsieur. Parce qu'en réalité, nous, indigènes de la République, on n'a jamais dit qu'on luttait contre toutes les formes de barbarie qu'il y a sur la planète. Nous, on n'a jamais dit ça. J'ajoute que la question de l'esclavage, elle existe depuis la nuit des temps, que je pense plus ou moins 1 milliard de civilisations ont pratiqué l'esclavage, et qu'en aucun cas, nous, on a dit qu'on se mobilisait contre l'esclavage. Par contre, on fait un distinguo très clair entre l'esclavage et la traite négrière. L'esclavage, c'est une chose, la traite négrière, c'en est une autre. Et la traite négrière, elle nous intéresse du point de vue politique aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut une politique de reconnaissance politique, parce que la traite négrière, depuis 1492, la découverte de l'Amérique, etc., c'est le moment de l'expansion capitaliste, enfin, l'expansion coloniale, qui va créer le racisme et la race. C'est ce moment-là qui va créer la race. Et c'est en cela qu'on s'intéresse à la traite négrière. Donc, ou à la colonisation. Et donc, effectivement, c'est bien un moment précis de notre histoire qui détermine les rapports sociaux aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la question de la traite négrière et de la colonisation. Sinon, on ne s'y intéresserait pas. Parce qu'on ne va pas s'intéresser à toute la barbarie depuis la nuit des temps. Ça, c'est pas vrai. On s'intéresse à ça parce que cette histoire-là détermine notre présent aujourd'hui. Est-ce qu'on fait le jeu du FN ? Alors ça, par contre, c'est une bonne question. Moi, je pense que les antiracistes politiques font objectivement le jeu du FN. C'est vrai. On fait le jeu du FN parce qu'à partir du moment où on revendique, où on est, eh bien, en face, ils sont galvanisés, évidemment. Ils diront à toute la société, vous voyez, les dangereux, ethnicistes, communautaristes, tout ce que le FN a toujours dit, voilà, la figure
est l'apparition réelle et politique de tout ce que le FN a toujours combattu, a toujours dénoncé. Ça, c'est vrai. Mais notre problème à nous aujourd'hui, c'est que si on ne fait rien, eh bien, la gauche blanche continue d'être une gauche blanche. Et la gauche blanche continue de s'en foutre des quartiers. Et la gauche blanche continue de s'en foutre des crimes policiers. Et la gauche blanche continue de s'en foutre je sais pas moi, de la répression des quartiers, des ghettos, de l'abandon des quartiers, etc., etc. Donc on n'a pas le choix. Mais le pari que nous faisons, c'est que face à la galvanisation de l'extrême droite, eh bien, les rapports de force que nous serons en capacité de créer transformeront nos alliés, transformeront la gauche, dont on espère que dans les années qui viennent, elle sera moins blanche qu'elle n'est aujourd'hui, pour pouvoir faire front, tous ensemble, non seulement contre le racisme, mais également contre les politiques libérales. Voilà. Donc, en réalité, qui fait le jeu du Front National ? La gauche blanche qui ne se transforme pas. C'est pas nous. Voilà. Je vais dire 30 secondes. Un instant, monsieur. Franco, vous 30 secondes. l'avez un mot ? Vous avez parlé là, tout à l'heure des. Bon, je cite une de vos citations. Vous appelez les jeunes filles indigènes à se marier de la communauté afin d'être enfin libres et faire preuve de leur allégeance communautaire. Bon, ça me paraît comme inquiétant. C'est pas ma phrase. C'est pas ma phrase, hein. Je vous dis tout de suite. C'est pas ma phrase, je vous le dis tout de suite. C'est peut-être pas votre phrase. Ah bah non. Ah bah non. Non. On peut vous mettre la phrase complète. Oui. Non mais je sais parfaitement ce que j'écris et ça, je ne l'ai pas écrit comme ça. Je sais ce que j'écris, c'est dans des contextes, je le dis. Non. Ah non, ça vient pas à ça, faut le lire là, monsieur. Non, monsieur. Un peu sérieux. Vas-y. Je voulais me permettre, si ça ne vous dérange pas, je voulais me permettre d'ajouter un mot, vous voulez poser la question d'abord. Merci beaucoup. Par rapport à l'histoire de mariage mixte ou métissage, etc., c'est vrai que ne pas s'interroger sur ces questions, c'est nier le caractère systémique du racisme et sa complexité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, ne serait-ce que l'esclavage a été, en tout cas, ce qu'on appelle traite négrière, qui même ce mot est très politique et très, très vicieux, parce qu'il sous-entend traite, traiter, etc., etc. Il induit un certain rapport, mais il faut, quand on commence à étudier cette histoire extrêmement bien cachée, on comprend l'utilisation que le métissage lui-même. C'est-à-dire, c'est dur à entendre, hein. C'était une arme. Mais on n'a pas le temps d'en discuter là. Ça veut dire que quand on parle de mariage mixte, ça dépend ce qu'on entend. Et je pense que c'est ce qui a été. Ça dépend ce qu'on entend par mariage mixte. Et est-ce qu'il vise à perpétuer un ordre des choses qui finalement est raciste, ou est-ce qu'il vise à émanciper ou à libérer, etc. Et je tenais juste à dire, à préciser une chose, et ça nécessite de s'intéresser au caractère systémique du racisme et non pas à vouloir trouver, et je ne le dis pas pour vous monsieur, mais je dis que c'est ce qu'on appelle, je n'ai pas un très bon anglais, les think tanks là, les think tanks. Ouais, et donc nous on résume ça par laboratoire d'idées. C'est-à-dire il y a plein de concepts ou des réflexions qu'on ressort, on croit que c'est nous qui les ressortons. Quand vous dites oui il y a l'esclavage partout, ça c'est les arguments de bonne conscience que le système a préparés pour pouvoir justement camoufler ou en tout cas laisser invisible ces questions du genre oh, tout le monde a fait de l'esclavage donc nanani. Mais effectivement le problème de la question, j'aime pas appeler ça la traite négrière, mais pour que tout le monde se comprenne, je vais le mettre entre guillemets, c'est que il a été basé, cet esclavage-là a été basé strictement sur le levier de la race noire. Sur le levier de la race noire. Et effectivement, même si, comme les microbes, quand il n'y avait pas le microscope, n'existaient pas, mais ça introduit le fait de l'invention de la race à ce moment-là. Et c'est là qu'est toute la problématique. C'est-à-dire, on est dans quelque chose. Je ne dis pas que les autres formes de barbarie ne sont pas graves. Je dis que là, on induit vraiment la notion d'arme, la notion de. Donc, il va falloir vraiment se pencher dessus. On n'a pas le temps d'en discuter, mais c'est pas un esclavage comme les autres. C'est-à-dire que là, je vous vois faire un truc, et c'est pas pour du tout. C'est-à-dire que là, c'est là où on en arrive à l'histoire des laboratoires d'idées, ou etc. Soit vous entendez et vous comparez, et vous voyez qu'effectivement on arrive à une vérité, soit vous voulez à tout prix avoir une bonne conscience, et vous faites effectivement
Mais le fait est, c'est le seul esclavage basé sur le levier de la race. Et ça, c'est un fait. Et donc, vous ne pouvez pas faire après ça parce que je vous donne une évidence. Et le refuser, c'est devenir complice finalement d'une espèce de falsification, d'un espèce de révisionnisme, de négationnisme, etc. Et c'est en cela que ces laboratoires d'idées qui font, par exemple, ils utilisent les mots de compétition victimaire, de ceci, de cela. Et vous verrez, automatiquement, vous allez débattre avec quelqu'un, il va vous dire arrêtez d'être dans la compétition victimaire. Et tous ces mots-là qui sont pensés par des idéologues qui cherchent à maintenir l'ordre des choses en utilisant des concepts culpabilisants pour nous museler. Et donc, involontairement, sans doute, c'est ce que vous faites parce que vous reprenez une idée que vous n'avez pas pu penser seul. Non, c'est la question en fait de la division. C'est-à-dire qu'il y a une idée un peu idéaliste, la vérité, c'est que considérer qu'on est divisé parce qu'il y a un agent extérieur à la société qui a intérêt à nous diviser. Nous, on parle d'un principe qui est de la réalité, c'est qu'il y a une division réelle dans la société, il y a une division réelle dans le monde, et c'est à partir de cette division qu'on va construire un avenir commun, mais de faire comme si cette division est quelque chose d'artificiel, téléguidé par en haut, par des manières juste idéologiques, et qui va s'appuyer sur une mystification idéologique. Et donc, du coup, faisant fi de cette mystification idéologique et construisant quelque chose ensemble, je pense que ça n'a absolument aucune possibilité que ça puisse se traduire dans un combat commun dans la réalité. Deuxième chose, nous, en tant que militants, on a regardé l'histoire, de nos aînés. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre par exemple que l'étoile nord-africaine, elle était partie prenante des Fronts populaires. Elle était partie prenante des Fronts populaires, donc il n'y a aucun souci. Ils ont fait des manifs antifascistes, ils ont tout fait, mais au moment où ils voulaient l'indépendance de l'Algérie, ils ont dit non, il a été dissoute en tant que ligue factueuse, comme une ligue contre-révolutionnaire en 1936 par le Front populaire. La même chose qu'on a dit aussi à nos parents, à tous les mouvements de libération nationale, on leur a dit attendez que la classe ouvrière en Europe va se libérer, et vous allez voir, ça va découler par la suite. Donc on a la classe ouvrière ne s'est pas libérée depuis, hein. Il faut attendre, je ne sais pas, un millénaire pour que elle se libère, et nous, dans ce cas de figure, on ne doit absolument rien faire. J'ajoute aussi un principe aussi de notre processus, même militant. La majorité d'entre nous, ils ont commencé avec, entre guillemets, cette naïveté. Au début, nous aussi, on était dans le mouvement, on pensait d'une manière spontanée que ces questions ne vont absolument pas poser aucun problème dans nos cercles et dans nos espaces militants, la question de l'islamophobie, la question de la Palestine, la question de la négrophobie, elle a posé un problème au sein de ces espaces militants. Et c'est pour cette raison que nous, on est sortis de cet espace militant et on a construit notre propre espace militant. Et de cette manière, on construit notre propre organisation et comme ça, on peut lutter à égalité, on définit d'une manière égalitaire et commune un combat qui va nous permettre l'émancipation de tous. Mais il ne faut pas considérer le but ultime comme une étape première, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un objectif commun, mais on parle d'une fracture et d'une division que nous n'avons jamais souhaité, qu'elle ne produit rien de bien pour nous. Donc on parle de cette division, on construit notre espace, on travaille avec des partenaires qui souhaitent s'engager avec nous, pas pour des choses entre guillemets identitaires ou des choses complètement qui n'ont absolument rien à rapport avec la réalité, comme Huria, comme Franco, ils ont parlé de la lutte contre les crimes policiers. Ça, c'est un combat commun. Et je peux vous dire que nous, on a assisté à 6 milliards de manifestations contre les crimes policiers, que ce soit concernant Amir Bentounsi,
que ce soit Mamadou Mariga et d'autres, il y a une absence dans les faits. Je ne parle pas dans l'idéologie. Et là, ce n'était pas un intervenant extérieur qui a souhaité le diviser. On constate que ces militants, on les voit présents dans certains espaces, dans certaines mobilisations, on les voit absolument absents dans d'autres. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer 30 ans, 100 ans sur cette voie-là. À un certain moment, on se réunit, on constate une réalité et on essaie de lutter contre. Il y a la division, les mots bougnoul, tout ça. Donc moi, je ne vais pas m'arrêter sur la sémantique, parce que ça, la rigueur, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais tout à l'heure, on a parlé de mariage mixte, de métissage. Donc, j'ai plus les termes. Mais il y a la question de l'amour de soi, d'abord. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut étudier le racisme en tant que système. Comment on peut avancer sans preuve que... c'est-à-dire que, mis à part parce qu'on nous dresse un idéal, celui qui serait celui des droits de l'homme, etc., etc. C'est-à-dire, comment on peut là déjà dire qu'en empruntant cette voie, c'est déjà la défaite assurée, etc. Et combien même ce serait la défaite assurée? Ce qui compte, c'est de savoir si le mouvement entamé est juste ou pas juste. Si ce mouvement consiste à se rassembler pour pouvoir apprendre à se connaître par soi-même, parce qu'on est privé de cela par le système qui nous parle, qui nous nomme, qui nous raconte, qui ceci, qui cela, c'est un acte d'amour. Si cet acte d'amour doit nous mener à la mort, ce serait une belle mort. Je veux dire, les Indiens d'Amérique ont été exterminés, avaient-ils tort? Moi, je dis ils avaient raison. Et pourtant, ils sont morts. Donc, c'est pas une question de savoir, c'est de savoir quelles sont les raisons de cette réappropriation de nos idéaux, etc. Et on peut pas continuer à se laisser nommer par d'autres. Si cela doit être interprété par une division, etc., nous, on trouve que c'est nécessaire de pouvoir définir par nous-mêmes, réfléchir par nous-mêmes, avec nous-mêmes et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pas une histoire de repli basique tel que Copé aime le dire ou les autres pour donner l'impression qu'on est des sectaires. Non, je ne dis pas que vous êtes Copé parce que vous lui ressemblez pas, mais il se peut que spirituellement, mais non, d'accord, bon, il se peut rien du tout. Quoi qu'il en soit, mais je vous taquine un peu, hein, comme vous nous taquinez avec Bougnoul les nègres. Mais ceci étant, maintenant, par rapport à l'exemple qui a été... Ah non, mais moi j'ai rien dit, vous êtes ce que vous voulez. Mais par rapport au monsieur qui travaille à la SNCF, je rejoins une partie du raisonnement et moi un autre. Mais je comprends la logique, mais pourquoi? Parce qu'il y avait une intervention qui avait été faite lorsqu'il y avait des espèces de, je sais pas comment on appelle ça, de colloques, de cercles de réflexion avec les indigènes de la République. Et il y avait un sujet que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle l'invention de la race blanche. Moi, je l'aurais plutôt appelé l'invention des privilèges blancs. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que comme vous analysez le truc, c'est mon impression, hein, c'est-à-dire c'est un échange, vous analysez à l'instant T, et l'instant T vous donne raison. Mais par exemple, moi j'ai été voir un film d'ailleurs où je me suis endormi en partie, mais qui reprenait un peu cette histoire d'invention des privilèges blancs. C'est Free State, bon excusez-moi pour l'anglais, Free State of Jones. Et ce serait basé sur une histoire vraie. C'est aux États-Unis, des Noirs et des Blancs qui combattent ensemble dans l'État du Sud pour trucs. Mais en fait, même dans le film, hein, on sent que les Noirs sont quand même à part, même s'ils essayent de faire croire, c'est-à-dire que on sent qu'il y avait du racisme dans cette histoire. Mais ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est qu'en fait, ils disent, toi, t'as pas d'esclaves parce que t'es pauvre. Alors, en quoi ça te regarde cette guerre? Et en fait, ils font genre, ils se battent avec les Noirs et tout, et trucs pour faire le Free State of Jones. Et tout le monde est content, on marche main dans la main comme à la SNCF. Mais une fois que le truc, il est fini, ah là là, ben les autres, là, quand les Noirs, ils se font pendre et tout, ben, ils le disent pas comme ça, mais c'est plus leur problème. C'est plus leur problème. Maintenant qu'ils ont eu leur petit bar, tabac, leur petite allocation, machin, ceci, cela, leur droit de vote. Mais il faut le lire entre les lignes. Ce n'est plus leur problème. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la forme, ça semble régler les choses, mais on n'a toujours pas réglé les problèmes de fond. Et les problèmes de fond n'étant pas réglés, quand le problème de l'instant T il est résolu, ressurgit ce que les laboratoires d'idées ont aimé appeler réseau dormant chez Al-Qaïda là. Voilà, les réseaux dormants vont d'un coup revenir. Et donc, en fait, le problème ne sera jamais réglé. Et si vous allez voir ce film, vous allez bien imaginer le truc, bien qu'ils essayent de faire croire qu'en fait, tout le monde est main dans la main. Mais même dans le scénario, les Noirs sont toujours d'un côté, etc. Et donc, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que régler des problèmes communs, c'est bien pour créer une dynamique, mais ça ne suffira pas.
Donc voilà ce que je voulais dire sur les histoires de division et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Oui, enfin, il y a eu un certain nombre de questions. Je vais répondre aux questions de monsieur qui, sur la question de l'homogénéité de la gauche. Alors, d'une part, j'imagine que vous faites peut-être une distinction entre la gauche radicale et ce qui est à gauche du PC, moi je ne sais pas. Nous, on considère comme potentiellement alliés tout ce qui est à gauche du PS. Alors, on n'ignore pas que ce qui est à gauche du PS, c'est la gauche blanche. D'accord ? Et dans cette gauche blanche, il y a à boire et à manger. Et vous dites qu'il y a des racistes au PC, etc. On en est parfaitement conscient. Mais pas simplement les individualités du PC, puisque par exemple, il y a Gérin, qui est le maire de Vénissieux, c'est un fiefé raciste. D'accord ? Mais en dehors des individualités, il y a les choix politiques du PC. Bon, historique, depuis la guerre d'Algérie. Nous, on sait très bien ce que c'est, on n'est pas naïf par rapport à ça. Maintenant, si on condamne le PS à droite et l'extrême droite, il faut bien qu'on trouve nos alliés quelque part. Et on fait le pari qu'il y a quelque chose qui peut se transformer dans la gauche en question. Et on doit faire ce pari. Parce que sinon, on est tous cuits. Vous et nous, on est tous cuits. Si on n'est pas capable de créer une majorité décoloniale entre les quartiers populaires et une partie du peuple français blanc qui pense défendre ses intérêts avec une partie des couches populaires non blanches. Donc là, il y a un enjeu, une vraie discussion à avoir. Mais vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on s'y prend ? Moi, je ne connais rien d'autre que les rapports de force. C'est-à-dire que ce que je pense fondamentalement, c'est que si nous, on n'est pas capable de nous organiser en force politique, on ne changera pas la gauche blanche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que celle-ci nous regarde, celle-ci pense qu'elle a un intérêt à être avec nous, il faut simplement qu'il y ait quelque chose de l'ordre du politique qui existe sur le terrain et qui fasse que les alliances sont possibles. Alors évidemment qu'il y a un travail idéologique à faire, mais plus que le travail idéologique, parce que ce qu'on dit sur le racisme qui traverse la gauche, etc., tout ça est très important, mais honnêtement, je ne connais rien d'autre de plus efficace que la question des rapports de force. Et une partie de cette question est entre nos mains. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler ensemble, mais encore une fois, à un moment de notre histoire où les classes populaires blanches sont fragilisées, notamment à cause de la loi El-Khomri, mais pas que, tout simplement du libéralisme, ou de la répression policière, ou la répression contre le mouvement social, c'est un moment dont on doit tous se saisir pour réfléchir à comment on travaille ensemble, évidemment. Donc, je n'ai pas d'autre réponse à vous donner que celle-ci qui, hélas, n'a rien de magique. Vous voyez ? C'est un travail de construction politique. Et sur la question de la littérature, moi récemment, j'ai entendu parler d'une femme d'origine maghrébine qui est experte de la littérature maghrébine et qui a fait un travail sur Katib Yassine, sur Yasmina Khadra, sur Sansal et l'autre là, celui du Goncourt, et sur Kamel Daoud, et elle dit ce que vous dites. Elle dit que la littérature, enfin le monde de la littérature française est extrêmement colonial, évidemment, et qu'on attend des... Alors je ne connais pas du coup la littérature antillaise, mais j'imagine que les pressions sont exactement les mêmes. Et effectivement, non seulement nous sommes sommés de parler que de questions culturelles, identitaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit à l'universalisme, on n'a pas droit de s'intéresser à autre chose, mais par exemple les acteurs de l'immigration disent exactement la même chose. On est pris pour faire des films que pour jouer les jeux, le rôle d'arabe ou de Fatma, d'arabe voyou ou de terroriste, en gros, ou de lascar de quartier, ou bien de femmes soumises qui se font taper par leur mec. Bon, en gros, c'est ça, hein, qui veulent se libérer. Bon, c'est ça le rôle. Donc, effectivement, on n'a pas le droit de jouer le rôle d'un poète, je sais pas moi, ou de je sais pas quoi. Ou de je sais pas quoi, on n'a pas le droit d'être autre chose que ça. Donc, on est évidemment assigné à des rôles, et j'imagine que les gens qui écrivent, eh bien, Daoud en est un parfait prototype. Daoud, il cède à l'idéologie dominante, il tape sur ses frères, il dit que l'islam, je sais pas quoi, faut civiliser l'islam. Bon, c'est ce qu'il faut dire pour avoir le Goncourt. Bon, et voilà, il s'est aligné et puis il dit ce qu'il faut dire. Et puis... S'il vous plaît, monsieur.
Monsieur. Bah, je vous invite à lire la critique de cette jeune femme. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette femme. Bon, en tout cas, il y a une jeune femme qui est une chercheuse. Je ne me souviens plus. Elle a fait un excellent travail, justement, de comparaison entre Kateb Yassine, lui qui, au contraire, lui, du coup, est dans la littérature de contestation, et comment ils utilisent la langue française pour dire, pour la contester. Enfin bref. Bon. Voilà, mais évidemment, j'abonde dans votre sens. Ensuite, le monsieur de la SNCF. Alors, je suis comme Franco, je suis à la fois en accord avec ce que vous dites et en désaccord. Je suis en accord parce que lorsque vous dites que dans l'entreprise, il y a eu des convergences et qu'on a oublié le racisme le temps de la mobilisation contre la loi El Khomri, je comprends bien que des indigènes qui sont des cheminots et qui travaillent avec des blancs cheminots peuvent se mobiliser tous ensemble contre la loi El Khomri, tout simplement parce qu'ils sont directement concernés par le déclassement et des menaces contre leur travail. Donc n'importe quel être social se mobilise pour défendre ses intérêts. Donc là, il y a rien de... Pour moi, c'est tout à fait naturel, tout à fait normal. Et la disparition, le temps de la lutte, des remarques racistes, etc., je vous l'accorde, il n'y a pas de souci, etc. Maintenant, quand on a dit ça... voilà, j'allais dire qu'il y a l'exemple des Chibani de la SNCF qui ont été exploités et qui étaient payés moins que leurs collègues cheminots pendant 30 ou 40 ans, qu'on n'a pas voulu indemniser, dont les retraites sont plus basses, etc., qui ont très peu été soutenus par leurs syndicats et qui ont lutté, je sais pas, c'est une histoire de 10 ans, je sais pas, pour faire reconnaître leurs droits. Bref, ça a été une énorme galère dans la solitude. Les cheminots maghrébins, marocains en particulier. Mais laissons tomber strictement la question des cheminots. La loi El Khomri, pour y revenir, qu'à l'intérieur des entreprises, tous ceux qui sont concernés se mobilisent, oui, indigènes compris. Sauf que le monde de l'indigénat, c'est structurellement des gens 3 fois, 4 fois plus au chômage que les autres. Donc, ceux qui sont au chômage, ils ne sont pas sortis parce qu'ils ne sont pas menacés. Ils ne sont pas menacés, donc ils ne sortent pas. Ils ne vont pas lutter contre la loi El Khomri. Et une chose qu'on n'a pas comprise avec cette histoire de loi El Khomri, c'est qu'il n'y a que ceux qui espèrent un vrai boulot, qui sortent des grandes écoles, ou qui font des grandes études, qui espèrent avoir un boulot, qui sentent que cette loi va les concerner, ou bien ceux qui ont déjà un boulot et qui ne veulent pas être déclassés. Donc c'est déjà des gens qui sont dans des situations où soit ils ont un espoir d'avoir un travail, soit ils l'ont déjà. Ceux qui sont dans les quartiers, c'est ça la différence entre les quartiers populaires et le reste, et ce qu'on appelle les classes moyennes, c'est que les quartiers populaires sont structurellement déjà en crise économique. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, dans cette affaire, c'est de dire simplement que majoritairement, ce sont des indigènes qui sont dans les quartiers, et les quartiers populaires ne sont pas sortis massivement. Alors, comment nous, on sait que les quartiers populaires ne sont pas sortis ? Parce que déjà, ça se voit dans les manifs. Dans le mouvement Nuit debout, à Paris, République, on y allait tout le temps, c'était très blanc. Et quand Nuit debout a voulu aller dans les quartiers, à Saint-Denis, à Mantes-la-Jolie, je sais pas quoi, eh bien, ils se retrouvaient entre blancs, en plein milieu de quartiers indigènes. C'est ça qui s'est passé. Pourquoi ? Donc, la question politique qui est la nôtre. Comment se fait-il que pendant Nuit debout, quand ils allaient à Saint-Denis, où il y a 80% de Noirs et d'Arabes, il y avait 50 Blancs qui étaient au milieu de la place pour faire Nuit debout, et autour des indigènes qui les regardaient, qui se demandaient qu'est-ce que c'est, quelle est cette secte mystérieuse. Ils les regardaient, mais quelle est cette secte mystérieuse ? On ne voyait pas le rapport, il n'y avait aucun rapport entre ces deux mondes. C'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire ce qui est important pour nous, c'est les tendances lourdes du mouvement. Les tendances lourdes. Alors vous allez me dire, peut-être les indigènes, ils ne sortent pas en général. Eh bien non, les indigènes sortent. Parce que quand Gaza est bombardé, nous on a juste besoin de faire ça, 30 000 personnes dans la rue. C'est les blancs qu'on voit plus là. Et là on ne voit plus les blancs. Et là c'est des jeunes, c'est beaucoup de femmes, c'est des voilés, des pas voilés, des musulmans, des pas musulmans, enfin je veux dire ostensiblement musulmans, bon, hein, en tout cas des indigènes. Et là c'est 90% de la manifestation. Donc ils sortent bien. Et des manifestations interdites, et ils sont sortis. Vous voyez ? Et je n'ai pas que cet exemple-là. Dans la lutte contre l'islamophobie, quand on fait des meetings contre l'islamophobie, la salle, elle est pleine à 80% de musulmans. Et il y a d'autres espaces qui sont ignorés par la gauche. Lorsque Tariq Ramadan, pendant 10
12, 15 ans, rassemble dans des grands hangars, dans des grands espaces, 2000 personnes, 3000 personnes. C'est qui ces gens-là? C'est les gens des quartiers, sauf qu'on ne les a pas calculés, la gauche ne les a pas calculés. Elle n'a même pas été opportuniste. Elle ne s'est même pas dit, peut-être c'est bien de s'allier avec Tariq Ramadan, juste pour capter cette partie de la population. Non, c'est des communautaristes, je sais pas quoi. Avec qui la gauche veut-elle faire la révolution? Je me pose la question. Avec qui veut-elle faire la révolution? Eh bien, lorsque, en 2000 ou 2001, Tariq Ramadan arrive et dit « Je veux aller au forum social », levée de bouclier de qui? Pas de la droite, pas de l'extrême droite, de la gauche radicale, qui a dit « Comment Tariq Ramadan, machin ?» Bon, donc, Tariq Ramadan, on lui ferme les portes de la gauche radicale. Je ne dis pas que lui, il est de la gauche radicale, attention. Hein. Je dis qu'il y avait une possibilité de jonction des quartiers populaires avec la gauche, Attaque et compagnie, je veux dire, voilà. Elle ne se fait pas à cause de la gauche. Pas à cause de Tariq Ramadan, elle ne se fait pas à cause de la gauche. Donc là, il y a des occasions historiques, évidemment, qu'on perd, et ensuite, la même gauche qui vient pleurnicher parce que Soral arrive à capter cette population. Mais si on lui ferme toutes les portes et que des démagogues arrivent et captent l'attention de cette population, il ne faut pas venir pleurer après coup. Et cette même gauche, et c'est pour ça que j'ai commencé quand même par ça tout à l'heure, et encore une fois, j'essaye d'être nuancé parce que nos alliés sur le terrain sont aussi de la gauche radicale. Donc il ne s'agit pas de dire tous pourris, ce n'est pas la question. Mais cette gauche en question participe de la diabolisation de ce que nous sommes ici autour de cette table, de Marouane Mohamed, de la brigade anti-négrophobie, des indivisibles, du camp des coloniales, de Siham Asbag, bref, il y a un véritable problème. Vous voyez? Donc, ce n'est pas nous qui ne faisons pas les efforts. Hein. Historiquement, l'immigration et les militants de l'immigration ont toujours fait des efforts. Si je peux me permettre juste... Quant à la question sur l'esclavage et la traite négrière, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on est là pour flatter nos égos, parce que je trouve que ce n'est pas à la hauteur du débat. Et donc, il reste 2 questions. Juste une toute petite précision. Ouais, c'est juste on est au niveau timing. Mais... Parce que, effectivement, ce que vous dites nous interpelle, et c'est très important d'avoir un dialogue. Et je remercie les organisateurs de cette réunion. Franchement, il n'y a pas assez de ce genre de réunion où on peut mettre vraiment les choses à plat. Mais il faudra. Comment tout a commencé? Il faudrait vraiment avoir le temps de tout reprendre, de tout démêler, c'était chaud. Quand vous dites que pendant les grèves, effectivement, de la loi Romley, effectivement, on n'entend plus de propos racistes, etc. Ça veut dire que pendant ce temps-là, la question raciale n'est pas réglée, elle est oubliée. Elle n'est pas réglée, elle est oubliée le temps à l'instant. Mais ensuite, on l'a dit, ça prend. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui est difficile dans ce pays, c'est qu'on a l'impression que les expériences politiques successives ne sont pas assimilées. Et à chaque fois, il faut recommencer à chaque génération. Nous allons commémorer dans quelques jours, le 17 octobre 61. Il faut comprendre la nature, la teneur vraiment de ce massacre d'État. Je le rappelle, le plus important dans un pays démocratique de toute l'histoire. Je dis bien de toute l'histoire. Dans un pays démocratique, le massacre du 17 octobre est le plus important. La Saint-Barthélemy, d'accord, mais l'occupation nazie, ce n'était pas des systèmes démocratiques. En système démocratique, dans tous les pays démocratiques, États-Unis, Allemagne, ce que vous voulez, en système démocratique, le massacre du 17 octobre est le plus important. Personne n'a pris la mesure de ce que cela signifie. En tout cas pour la France, bien évidemment. Au niveau au moins du XXe siècle, mais avant, ce n'était pas la démocratie. Et que peut-on tirer comme enseignement? Le massacre du 17 octobre, c'est les policiers qui font ce massacre. Mais ils le font où, à votre avis? Ils le font la nuit à 3h du matin, alors qu'il n'y a personne dans les rues? Non. Ils le font à la sortie des cinémas, à 18h, enfin à l'entrée des cinémas, alors qu'il y a plein de monde dans les rues. On est en 61, tout le monde va au cinéma à cette époque parce que ça permet de regarder aussi les actualités, la télévision n'est pas encore répandue. Ça s'est fait devant les gens qui participent, qui dénoncent. Il y en a un qui s'est caché ici. Il faut arrêter avec l'histoire du 17 octobre qui serait faite d'une sorte d'enclos, à l'abri de tout, pas du tout. C'est un massacre démocratique qui s'est fait publiquement et auquel beaucoup de Français ont participé. C'est pas parce que les Français sont des salauds en tant que tels. C'est pas parce que les Français en tant que tels, je sais bien qu'on est à la fin de la guerre d'Algérie, etc. Mais c'est parce que le système racial avait mis dans la tête des gens que ces gens-là, ces Arabes, c'était pire que des cafards. Et on a des gens qui participent, qui aident les policiers. Il y en a un qui s'est caché ici. Comment imaginer que ce massacre épouvantable, des gens ont été pendus au bois de Vincennes, des gens ont été non seulement les noyades que l'on sait, mais c'était absolument effroyable.
Garder pendant une semaine 10 000 personnes dans les différents stades de Paris. Pas un mot dans la presse, les amis. Pas un mot dans la presse. Ou si, pour dénoncer l'incurie l'incurie du pouvoir qui n'a pas su assurer l'ordre. Alors, donc, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on ne comprendra pas que ce massacre, là, on n'arrivera pas à comprendre pourquoi, régulièrement, on ne va pas revenir sur les blagues de Talbot, etc., au début des années 80, où on crie les Arabes au four, et où la gauche française... Par des ouvriers, les Arabes au four, on était dans l'usine, on était venus apporter un soutien aux ouvriers, en chantant la Marseillaise, en faisant celle du nazisme, qui est un petit peu contradictoire, d'accord? Mais c'est ça, tant qu'on ne comprendra pas cela, il faudra à chaque fois recommencer, on aura à chaque fois un monsieur qui nous dira lutte de classe, lutte de classe, lutte de classe. Et j'avoue tout à fait pour dire, par rapport au monsieur tout à l'heure, qui a dit que la lutte raciale est une lutte sociale. Il faut arrêter aussi avec cette histoire de dire il y a la lutte sociale et la lutte raciale. Sinon, ça veut dire on veut perpétuer le système de privilèges. C'est ça que ça veut dire. J'allais y venir. À la publicité. Non, mais d'accord. Je vous réponds qu'on a fait cette réunion pour rien. Parce que si vous n'avez pas compris ça, je suis désespérée. Si vous ne savez pas c'est quoi le privilègement, si vous ne savez pas ce qu'est dans la société française la distinction entre vous et lui, si vous ne savez pas la distinction qui est entre vous dans votre vécu social, et si à partir de là vous en déduisez qu'il n'y a pas de blanc parce que c'est une communauté qui n'existe pas, on ne peut plus rien dire. On est tous des êtres humains, universels. Prenons-nous les mains et faisons une farandole autour de la Terre. Voilà. Oui, mais d'accord. Le blanc doit être antiraciste parce qu'il doit vouloir l'abolition de ses privilèges à lui. Voilà. Parce que sinon, ce sera la guerre. Ben voilà. Sinon, ce sera la guerre. Il a C'est ça. Bon. Excusez-moi, je ne sais pas si je peux ajouter un mot. C'est une question presque de philosophie. Tout à l'heure, on parlait, il y a le monsieur qui a dit, dans sa langue, il n'y a pas de verbe être, mais il y a des mots s'y apparentant. Il y a un monsieur qui était intervenu pour dire que d'accord, mais on y va. Pour dire que la lutte contre le racisme, c'est aussi une question sociale. Ce que je voulais dire, c'est, mais il y avait aussi l'idée du patriarcat. Je peux vous assurer que si on étudie par exemple, si vous prenez, je ne vais pas parler des Noirs parce que ça fera un peu égocentrique. Prenons les Indiens d'Amazonie. On ne peut pas leur imputer la responsabilité du patriarcat. Et pourtant, quand on pose ces problèmes en tant que problème politique, c'était un peu le même truc que l'LGBT et tout ça. C'est-à-dire, on impose cette espèce de rationalité, de ceci, de cela. C'est-à-dire, le patriarcat, ce qu'on étudie avant la colonisation, etc., sur nombre de sociétés, on va dire amazoniennes, on ne parle même pas de l'Afrique, ça n'entre pas en ligne de compte. Donc, je veux dire, c'est pas une histoire de est-ce qu'on, pour pas être bouffé pour le patron, c'est une question de est-ce qu'on croit fondamentalement à la justice. Je peux vous dire que, oui, c'est là où on entre. Moi, je peux vous dire, il y a des systèmes de pensée, quand vous regardez l'organisation du travail ou de la productivité et tout ce qui s'ensuit, qui détruisent la planète. Si on estime philosophiquement qu'on peut détruire celle qui nous a donné la vie, effectivement, on peut continuer à vivre sur les deux oreilles. Il y a des systèmes de pensée, c'est-à-dire c'est là où on entre dans ça va au-delà de la question, c'est des histoires de fond. Donc il faut étudier qu'il n'y a pas une vision, c'est-à-dire que le problème de l'Occident, là je parle de l'Occident précisément, c'est il a réussi à nier des systèmes, des pans de pensée entiers pour imposer son système. Donc quand on réfléchit à la justice, on réfléchit selon une vision déterminée qui entre le patriarcat, qui rentre, et là maintenant ça va être LGBT, maintenant on nous demande qu'est-ce qu'on pense de l'homosexualité, etc. Alors qu'on a des systèmes de pensée qui sont complètement niés. Et là seulement, il y a le racisme. Donc être antiraciste, c'est pas savoir si on se fait bouffer par son patron ou pas, c'est est-ce qu'on croit fondamentalement en la justice. Et la justice ne me considérait pas moi, etc. Est-ce que vous considérez qu'il est normal de détruire la planète ? Est-ce qu'il est normal de coloniser Mars ? On vous fait croire, c'est la découverte. On l'avait dit pour l'Amérique. On a dit on découvre l'Amérique, maintenant ils vont sur Mars, c'est de la colonisation. Mais bon. Non, mais il y avait une réponse à donner au monsieur là qui posait la question de la race et du capitalisme. Enfin, la race et la classe. Nous, on définit la modernité comme étant une globalité caractérisée par la colonisation, par un système économique qui s'appelle le capitalisme, et par un système normatif et de valeurs. Donc il y a bien le capitalisme à l'intérieur, et nous on dit on doit lutter contre la modernité. Donc nécessairement on est anticapitaliste. Simplement, on n'est pas anticapitaliste dans les termes
de la gauche blanche. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire dans tous nos tracts qu'on est anticapitaliste, parce que, tout à l'heure il l'a dit, la race est un système qui nous maintient au plus bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire qu'il y a la France d'en haut, il y a la France d'en bas, et il y a la France d'en dessous de la France d'en bas. Et la France d'en dessous de la France d'en bas, elle est prolétaire et elle est basanée. Donc, nécessairement, on est anticapitaliste, simplement, on ne fait pas des tracts avec un vocabulaire gauchiste. Pour plein de raisons d'ailleurs, pas simplement parce qu'on veut inventer notre propre vocabulaire. C'est que, aujourd'hui dans les quartiers, je peux vous dire que même d'un point de vue strictement tactique, on ne rentre pas dans un quartier avec un vocabulaire du Parti communiste ou de gauchiste. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'en réalité, si on est honnête avec nous-mêmes, on sait qu'on ne trouve pas des révolutionnaires dans les quartiers tels que le rêvent les gauchistes. Des révolutionnaires anticapitalistes, des féministes ou je sais pas quoi. C'est pas ça qu'on trouve dans les quartiers. C'est-à-dire que les modes de socialisation ou de politisation ne sont pas du tout les mêmes et donc le vocabulaire n'est pas le même. Mais ça ne veut pas dire que nous, on pense qu'il faut maintenir le capitalisme. Moi, je pense qu'il faut détruire le capitalisme. Simplement, on va le faire avec une approche qui est décoloniale. Et être décolonial, ça suffit à penser la question économique, ça suffit à penser la question du genre. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne me dis pas féministe, mais pour autant, je comprends que la question coloniale a une influence, le racisme a une influence sur les questions de genre. Imbriqué avec la question du capitalisme, etc. Je le sais. Et la question décoloniale permet de penser aussi la question du genre, et des sexualités, et de la classe. On peut penser l'ensemble de ces questions d'un point de vue avec une approche décoloniale. Si je peux mettre juste un mot sur la concurrence race et classe, je vous donne une expérience vécue. Quand j'étais petit, j'ai grandi, il n'y avait pas de noirs dans les films. Ça veut dire que c'est pas parce qu'après on va faire des films où on va essayer de mettre en avant des noirs qu'on fait la concurrence entre les noirs et les blancs. À un moment, il y a une volonté d'exister. Je veux dire que par exemple, moi, j'essaye d'aller vite parce qu'on doit fermer. Je ne défends jamais la police. Pourquoi ? Parce que je sais que le système va toujours défendre la police. Donc, je vais m'attacher à défendre ceux qui sont victimes de la police. Ça ne veut pas dire que qu'il n'y a pas des choses qui ne doivent pas être reconnues de leur côté. Mais on sait que le système va systématiquement les défendre. Donc, si la race, si la question de classe a permis d'invisibiliser la question de la race, il est normal qu'on la mette en avant, ce qui ne veut pas dire, elle est omniprésente et elle a été tellement omniprésente qu'elle a été utilisée comme une arme pour justement nier notre existence, notre réalité politique. C'est pas parce qu'on la met en avant qu'on vise à être en concurrence avec la question de classe. C'est qu'à un moment, il y a eu comment dire, il y a eu une volonté, ça fait partie de la volonté de nous invisibiliser, de faire disparaître la question de la race. Comme en France, on appelle un noir, dans les médias mainstream ou l'appareil politique, un black, parce qu'on veut invisibiliser la question noire. Donc il ne faut pas voir la notion de concurrence, il faut voir la question de vouloir exister parce qu'on efface. Donc il n'y a pas, voilà, j'essaie de me faire comprendre comme ça, c'est pas parce qu'à un moment on met les choses en avant que c'est pour rentrer en concurrence. C'est parce que la machine fait en sorte d'effacer les choses. Donc c'est ça que je voulais dire. Je ne peux pas l'expliquer plus là, mais j'espère que je me serai fait comprendre. Merci. Merci à Franco Hermelia.